parler n'était pas une chose, comment dire, évidente. Hein, bon. Et bon, ça implique le souffle. Hein, bon. Moi, je prenais la psychanalyse à un moment donné comme un exercice respiratoire. Bon, prendre son temps de dire. Lacan insistait beaucoup sur le bien dire. Mais bon, là, il y a un glissement entre le bien dire et la bénédiction. Bon, on ne sait pas trop si effectivement il y a des accointances. Et celui qui sait bien dire, effectivement, attire le monde. Hein. Peu importe ce qu'il dit, à la limite. Alors, il y a des discours qui sont tissés de contradictions, d'empêchements. Et les conduites également. Hein. Les gens ils peuvent pas faire ceci et cela. On est toujours dans l'inhibition, l'angoisse et tout ce qu'on veut. Hein, bon. C'est là que, d'une certaine façon, sur le métier du psychanalyste, que ces choses-là se mettent à plat. Bon. Pourquoi j'ai dit, avec toutes sortes de paraphrases, que j'allais dire, hein, bon, et pourquoi n'ai-je pas dit directement? Hein. Je vais vous raconter un rêve. Bon, allez dans la bibliothèque, attendez, quand vous serez prêt à me raconter ce rêve, vous reviendrez. Bon. Et cette technique-là, cette formation, mais alors est-ce que c'est une formation de l'inconscient, je ne sais pas, hein, est tout à fait essentielle. Bon. Et quelques-uns en ont bénéficié, mais bon, pour les autres, la psychanalyse, c'est pas ça. Pour les autres, aujourd'hui, on est tout le temps dans une certaine observation du social, et on est absolument conditionné par les modes opératoires qui sont d'une certaine façon déjà codifiés, admis, hein, avec des résultats qui restent quand même très, très aléatoires. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un petit groupe comme ça, des gens posaient la question, voilà, que faire avec des enfants pour lesquels il n'y a ni je, ni tu, ni il, ni moi, ni toi. Bon, tout est mélangé. Bon. Alors je cogite et je dis, voilà, il y a moi, il y a toi, et puis il y a le chat. Alors on dira, voilà, le chat a dit, on se couche à 9 heures. C'est pas ni moi, ni lui, hein, c'est le chat qui énonce la règle. C'est ni papa, ni maman, ni la grand-mère, c'est le chat. Alors évidemment, dans un milieu monoparental, etc., où il n'y a pas de chat, ben on peut dire oui, mon petit doigt m'a dit. Pourquoi pas? C'est pas grand-chose, le petit doigt. Hein, que, il y a lieu de se coucher à 9 heures. Hein, bon. Alors ça, je ne sais pas si ça a été mis en pratique quelque part, hein, mais on en est toujours à chercher quelqu'un qui imposerait d'autorité des choses. Dans le petit Hans, il y a quand même à un moment donné, la grande girafe qui se fâche. Mais on peut dire effectivement, si tu ne vas pas au lit, le chat va se fâcher. Il va crier très fort. Alors, la question aujourd'hui, c'est, qui d'une certaine façon est susceptible d'énoncer un certain nombre de règles. Bon. Est-ce que c'est le papa, la maman, ou est-ce que c'est alternant, hein? Alors il y a une certaine façon de désigner le chat comme le lieu d'où ça s'énonce, mais à savoir que la chose puisse prendre une certaine forme d'impersonnel à la limite, hein. Et Lacan a introduit à ce propos quelque chose de l'ordre du non, tu ne vas pas rester là à jouer, tu iras au lit, non, le nom du père. Bon. Alors
ça s'est perdu en tout ce qu'on veut concernant ce qu'il y avait derrière ce nom du Père, au sens où ça sonne avec le nom. Alors entre N-O-N et N-O-M, bon, on a largement spéculé, mais l'important c'est qu'effectivement il y ait un lieu d'où les choses puissent être énoncées. Alors j'ai pensé qu'effectivement ce lieu c'était en allemand c'est Stelle, donc il y a lieu de positionner la chose, ça devient en allemand ça devient Stellung. Et à partir de là, on fait de la topologie. Hein. Bon, comment situer ce point d'où quelque chose va s'annoncer. Ah ben t'as vu, chaque est sur son, parce que quelque chose se passe dans l'environnement. Eh bien c'est un peu de cet ordre-là. On pense que le nom du Père c'est quelque chose qui doit venir dans la suite d'une espèce de catastrophe. Alors là évidemment, qu'en est-il des conditions de l'énonciation de quelque chose de tout à fait singulier et capital? Alors, il y a des mythes de toutes sortes qui font qu'une certaine parole se trouve énoncée, une parole révélée. Ça peut sortir comme ça d'un buisson ardent, hein, mais le plus souvent, c'est à la suite d'une parole qui peut fonctionner comme un programme, comme une prophétie. Alors à partir du moment où on s'oriente en fonction de cette prophétie, alors qui justement est en position de d'édicter un certain nombre de choses. Madame Dolto, par exemple, quand elle voyait un gamin jouer avec le tisonnier dans la cheminée, elle disait c'est comme papa et maman. Bon. Freud disait non, c'est comme papa et moi, à savoir que je tue le père. Oui, j'ai à diverses occasions parlé d'une clinique du réel. Mais bon, en quoi est-ce que effectivement ça peut intervenir dans une clinique, disons, commune? On verra ça après. Mais d'abord, la clinique, c'est au niveau de ce qui est dit, ce qui se répète. C'est un premier repérage. Alors, un certain nombre d'événements sont susceptibles de se produire. Alors, Lacan avait sorti une formule, à savoir que le sujet est susceptible de rencontrer son propre message sous une forme inversée. Alors là, ça a été catastrophique parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, et à un moment donné, il a dit, mais c'est pas de moi, j'ai piqué ça à Claude Lévi-Strauss. Bon. Il le dit à tel endroit. Bon. En quoi ça consiste? Alors j'ai pu au moins une fois comme ça repérer dans ce qui était dit des séquences dont l'une fonctionnait un peu sur ce mode-là, à savoir que c'était l'inverse de l'autre. Bon. Alors l'inverse c'est quoi? Est-ce que c'est l'inverse? Je ne sais pas, droite-gauche, haut en bas, ou est-ce que c'est un personnage à la place d'un autre? Est-ce un événement qui aurait, disons, une portée qui serait de l'ordre d'une revanche par rapport à une séquence précédente? Alors là, c'est comme ça, il y a donc une dame qui se trouve en position de demander quelque chose,
Et puis, la séquence s'interrompt subitement. C'est comme si on lui avait claqué la porte au nez. Voilà. Et elle reprend la chose, et à ce moment-là, c'est quelqu'un d'autre qui court après le bus, et le conducteur ne lui ouvre pas la porte, au contraire, lui claque la porte. Enfin, bon, il y a des séquences de ce type, je ne sais pas si j'ai bien reproduit le schéma que j'avais en tête, mais enfin bon, c'est à peu près ça. Alors dans la clinique, ce qui intervient évidemment, c'est ce qui, au premier jour, devrait s'établir comme certification. Alors là, quand on était passé par l'infirmerie de la police à Paris, et c'est un endroit où on avait l'habitude, en ayant examiné quelqu'un, de faire comme ça un certificat en 10 lignes, hein, où il y avait le résumé du cas et bien sûr éventuellement ce qui était prévisible, ce qu'il aurait fallu faire, tout ça en très peu de mots. Ça s'est perdu. Non. Alors on répète, à sa suite que, avant d'entreprendre toute forme de cure, il y a lieu, justement, d'établir un diagnostic. Or, justement, qu'est-ce que ça peut avoir effectivement de prématuré que, dans une cure analytique, de manœuvrer de cette manière-là. Bon. Il y a aussi l'intervention, par exemple, de l'organique dans les manifestations qui viennent à être avancées, produites. Alors donc, souvent, on n'y pense pas. Par exemple, les diagnostics qui sont toujours problématiques, à savoir, la personne qui me parle de symptômes qui apparaissent, qui disparaissent, il s'agit-il d'une hystérie? S'agit-il aussi d'une sclérose en plaques au début? Alors, plus personne n'y pense à ça. Moi, je suis passé par une formation psychiatrique en internat. On faisait la ponction lombaire, l'appel, comme on dit, systématique. Ça permettait d'éliminer quelque chose sur lequel on ne reviendra pas une fois que l'on est tranquille, c'est pas ça. Il y a d'autres diagnostics comme ça, à savoir par exemple l'épilepsie. C'est surtout avec les enfants, évidemment l'épilepsie d'enfants c'est un peu spécial, mais ils ont des périodes comme ça d'absence, ou d'agitation. Et il m'est arrivé quoi? De regarder sur des dessins faits par un enfant, que c'était quand même très, 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 très assuré. Enfin, c'était d'une certaine façon mal contrôlé, le trait, tout ça. Et limite, je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas épileptique? Mal m'en a pris parce que, évidemment, il avait toutes sortes de problèmes. Ce gamin, on ne le tenait pas, il avait 6 ans à peu près, on lui donnait, je ne sais plus, des doses de produits qu'on ne donnerait pas à un adulte. Enfin, c'était épouvantable. Il était sur une chaise, attaché sur la chaise, et il dormait dessus. Tellement il était assommé par les médicaments. Alors j'ai dit, épilepsie, on a fait l'électroencéphalogramme. C'était ça. On envoie chez Gasto, moi à Marseille. Je travaillais dans un labo à ce moment-là où effectivement le patron a publié souvent chez Gasto et tout ça. Et puis au bout d'un certain temps, le gamin est revenu, on lui avait fait des électrochocs. Moi je tombais des nues, je me suis dit,
Qu'est-ce qui devenait? Il était bon pour aller à la masse. Masse, c'est un nom générique en quelque sorte pour indiquer l'endroit où effectivement on abrite un certain nombre d'enfants, mais dont on peut pas préjuger vraiment d'une bonne évolution. Hein. Bon, c'est comme ça. Et je me suis dit, je ne recommencerai plus jamais. Eh bien, j'ai été, une autre fois, surpris. Hein. Même chose, un dessin, un peu tremblé, hein, bon, et des contours, bon. Et tu fermes ta gueule. Hein. Ah ben 3 mois après, le diagnostic est arrivé, il avait une pêche, ce qu'on appelle, enfin, une tumeur au cerveau. Bon. Mais encore faut-il que celui qui travaille avec les enfants, qui examine les dessins, aussi les mimiques, les jeux, etc., soit un tant soit peu au courant de, bon, ben justement, de ces manifestations de quelque chose qui lui est carrément organique. Hein. J'insiste parce qu'effectivement, bon, il y a beaucoup de gens qui n'ont absolument plus idée de ça. Bon. Alors, dans un des bouquins là, que je viens de sortir, je me suis inquiété d'une autre pathologie, celle des personnalités multiples. Et puis, dans un livre d'un certain Hans Hacking, quelqu'un qui est philosophe, alors j'étais étonné qu'il puisse parler de ce genre de problème dans tout un volume comme ça. Et j'ai trouvé une observation qui date de 1850. Alors, je ne vais pas la résumer, mais enfin, c'est quand même extrêmement riche, au sens où il s'agit effectivement d'un gamin qui était le fils d'une prostituée. Et là intervient, disons, une piste que j'essaie de suivre depuis un certain temps, à savoir, qu'est-ce qui, de la vie intra-utérine, peut d'une certaine façon influer sur la clinique. Alors, Freud avait dit à un moment donné, oui, dans le rêve, il y a un point au-delà duquel on ne peut pas interpréter l'ombilique du rêve. Les souvenirs s'arrêtent à ce niveau-là. Bon. Alors, à partir de quel moment a-t-on des souvenirs encore de sa première enfance, etc. Ça, c'est un problème, mais il dit que ce qui était avant, d'une certaine façon, a succombé à un refoulement primordial, ou Verdrängung, qui lui conditionne tous les autres refoulements. Alors ça reste quand même très mystérieux, Lacan a baptisé ça occlusion, mais sur quoi est-ce que ça porte? Et aujourd'hui on sait beaucoup mieux ce qu'il en est, mais de ce qu'il en est de cette vie intra-utérine. On a du moyen d'investigation. Par exemple, la première chose que j'ai agitée, à savoir, est-ce que les enfants in utero ont des érections? Bon, à partir, paraît-il, de la 14e semaine, enfin quelque chose comme ça, on me dit que c'est attesté, parce qu'en dessous, on n'arrive plus à... Bon, il est trop petit pour qu'on puisse effectivement observer la chose, mais c'est sous l'influence de quoi? Est-ce que c'est la matière organique comme ça qui a ses velléités, ou est-ce que c'est sous des influences hormonales, et évidemment dans les échanges avec la maman? Et qu'en est-il finalement de la mémorisation de tout ça? Y a-t-il une mémoire j'allais dire, tissulaire, une mémoire corporelle? Alors, c'est une expression qui étonne, mais par exemple, si vous buvez de l'alcool, 6 mois après, on détecte des traces dans votre sang de ce passage par une alcoolémie
considérable. Même chose pour le sucre, etc. C'est-à-dire que le corps se souvient. Alors jusqu'à quel point il se souvient de ce genre d'incidents qui se passent au cours de la vie fétale, et peut-être aussi dans les mois qui suivent, jusqu'au moment où là, quand on dit, et puis voilà, on a le stade du miroir, l'enfant qui est en quelque sorte prématuré du point de vue de la motricité, est tout de même en position de franchir une étape où il se reconnaît dans un miroir, mais non seulement ça, par un mouvement de retour sur celui qui est le tien, qui est derrière, partage en quelque sorte la joie qu'il a de se voir. Hein. Bon. Alors, il y a là, dans ce mouvement, disons, de 180 degrés, quelque chose qui fait que on passe de l'un à l'autre. Bon, il y a un commencement de fonctionnement de ce qu'on appelle l'altérité, hein, et qui aujourd'hui pose quand même problème à divers d'autres niveaux. Hein. Bon. Alors donc là, je me suis emparé d'un bouquin dans lequel il y a un cas où l'enfant est l'enfant d'une prostituée. Une prostituée, ça baisse. Bon, qu'elle soit enceinte ou pas. Qu'en est-il resté pour ce jeune garçon? Ben, il a une histoire épouvantable. Hein. Bon, je ne vais pas la raconter, mais bon, j'en reviens à cette question de l'altérité. Parce que, bon, lui, il a changé de personnalité je ne sais pas combien de fois. Et ça pose la question de savoir ce qu'il en est de cette personnalité multiple, en tant que s'exprimant à travers, par exemple, le sexe. Hein, savoir, bon, aujourd'hui je suis homme, demain je suis femme, alors j'hésite, et puis un jour on me dit, alors tu vas dans telle direction, alors je me fais opérer, etc. Mais c'est tout de même quelque chose qui a lieu d'être réexaminé à la lumière de ce qu'on sait des personnalités multiples. La cause, ben, bon, c'est un bout de réel, bon. Un bout de réel, bon. Il peut se passer un tas de choses dans disons, un organisme féminin, vivant, etc., ayant des relations, etc. Alors, on peut effectivement dire, voilà, l'enfant est arrivé par la tête, par les pieds, a été secoué de telle manière, a été blessé, parfois même défiguré. Hein. Alors, on cherche des causes qui auraient fonctionné comme traumatisme. Traumatisme de la naissance, disait un certain Otto Rank. Alors, ses relations avec Freud, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais enfin, c'est assez compliqué à savoir que c'était vraiment son homme à tout faire, hein, pendant très longtemps, hein, jusqu'en 1923. Alors, il s'est passé plusieurs choses à ce moment-là, où il y a des choses qui ont été quasiment traumatiques pour Freud, donc partons de là, hein, du traumatisme de Freud, qui évidemment renvoie à d'autres traumatismes, puisqu'on a sur lui quand même un ensemble de données, enfin, tout à fait utilisables, nonobstant les choses qui sont passées un petit peu à la trappe, enfin bon. Et donc, à cette époque-là, Freud voulait rajeunir. Bon. Ça s'appelle faire Jungerung, hein, où Jung est le jeune, mais c'est aussi le nom de Jung avec qui Freud s'était séparé peu de temps auparavant, hein, qui était quand même quelqu'un qui était tellement apprécié par Freud que quelque chose de plus se passait entre eux, puisqu'à plusieurs reprises, il y a Freud qui,
tombe dans les pommes. Alors les bras de Jung l'emportent pour le mettre sur, je ne sais pas, sur un divan, enfin des choses comme ça. Il y avait entre eux une relation absolument spéciale, et puis ils avaient des conversations sur bon, l'au-delà, sur ce qui pouvait d'une certaine façon se manifester dans l'environnement, enfin des choses comme ça. Et tout d'un coup, il y a l'autre qui vient avec son bouquin, Traumatisme de la naissance. Alors là, bon, ça ne passait pas du tout. Bon, alors que la thèse de Rank, c'est, ah ben voilà, ma vie, ce que je vise dans la vie, c'est de retourner d'où je viens. Bon, le paradis. Bon. Alors, Freud n'a absolument pas admis la chose, parce que le terme Verjüngung existe dans le bouquin de Rank. Et juste après, enfin, il y a eu plusieurs choses. Il a perdu une de ses petites filles à ce moment-là, qui était sa préférée. Ensuite, bon, ben, il y a le cancer qui est apparu. Tout ça l'un dans l'autre, ça a quand même conditionné la suite. On dit qu'à partir de là, Freud faisait moins confiance aux psychanalystes hommes pour ce qu'il racontait. Il avait tendance à privilégier les dames, etc. Enfin bon, on voit très bien qu'il y a tout un ensemble de choses qui sont en pleine mutation. Alors, c'est vrai que dans sa vie, il y a quand même des moments drastiques, à savoir que, bon, je ne sais plus, vers l'âge de 9-10 ans, bon, on a appris qu'un de ses tontons avait trafiqué de la monnaie ou je ne sais quoi, s'était retrouvé en prison. Et ensuite, ça s'est su évidemment dans les journaux, dans la ville, et donc Freud a été, jeune Freud, Sigmund Freud, pendant au moins 3-4 ans, bon, emploie des colibets de la part de ses comment on dit ça, des élèves qui étaient de la même classe que lui. Alors ça, c'est déjà un traumatisme qui fait suite à un autre où effectivement ça la bonne, alors, allez savoir ce qu'une bonne peut effectivement compter pour des enfants. Elle a été mise à la porte parce qu'elle avait soi-disant volé je ne sais quoi. Bon, c'est la fameuse Nania. Et on remonte comme ça, en régressant, jusqu'à je ne sais plus où, mais savoir que le traumatisme, il est tout le temps, d'une certaine manière, réactivé. Alors un certain Jean Laplanche, qui était donc élève de Lacan, a fait une théorie, la théorie du traumatisme. Bon. Alors donc, on a autour de là, cette notion de traumatisme un certain repère, mais la question est de savoir en quoi il consiste. Alors, il s'agit d'une perte. Perte de quoi? Qu'est-ce qui se perd? Alors, Deleuze et Guattari disaient non, bon, le manque, la perte, tout ça c'est du bavardage. Alors, en quoi est-ce qu'effectivement on peut situer le moment où quelque chose de l'ordre d'une perte se trouve symbolisé? Ce qui est perdu, c'est ce qui est joué. C'est l'enjeu. C'est comme ça que Lacan situe les choses. Bon, déjà, Pascal qui disait, bon, vous jouez quelque chose, votre âme par exemple, de façon à
gagner une infinité de vies infiniment heureuses. Bon, donc ça vaut le coup. Hein. Bon, l'enjeu vaut le coup. Jusqu'à quel point dans l'existence, ayant d'une certaine façon aperçu ce qu'il en a été de cette perte, est-ce qu'on persiste dans l'idée d'une revanche? Alors, l'histoire de l'Omora, évidemment, est tout à fait essentielle dans cette clinique, à savoir qu'effectivement, la perte, enfin, il y a tout un circuit qui est présenté par Freud, de personnages qui viennent se succéder les uns après les autres, de façon à ce qu'on sache ce qu'il en est d'une certaine dette que le père avait, bon, envers je ne sais qui. Et c'est là qu'on s'aperçoit que, au fond, ce qui manque, c'est le péché du père. Et ça paraît quand même extraordinaire, mais enfin, on retrouve ça dans l'histoire de Hamlet, où effectivement le père n'avait pas donc fait ceci ou cela, et Hamlet a affaire avec cette histoire de, bon, la question de est-ce que le père était innocent ou pas, enfin des choses comme ça. Alors, qu'en est-il aujourd'hui de la façon dont ça joue dans la vie, hein? Bon, ces histoires de revanche, bon, la Corse n'est pas loin, hein? On sait très bien que là-bas il y a des choses qui ne doivent pas rester impunies, ne serait-ce que pour une question d'honneur. Bon. Alors voilà, est-ce que sur ce plan-là, il y a une éthique nouvelle, hein, à fomenter, à pratiquer, de façon à couper à cette, disons, folie qui consiste effectivement à aller toujours plus loin dans le mal. Hein, bon. Voilà. Mais bon, c'est une problématique d'ordre philosophique qui souvent néglige les soubassements essentiels qui sont effectivement le fait qu'on ait perdu quelque chose, quoi. Son compagnon dans l'utérus, Lacan le désigne expressément, à savoir le délivre, enfin bon, le bout de chair qui se perd au moment de l'accouchement. Bon. Est-ce que cette perte-là peut être d'une certaine façon magnifiée, remise en question sous forme de fable, bon, ne serait-ce que le mythe fondamental du christianisme, à savoir que bon, il y a eu une création avec un péché originel qui a fait que bon, on est condamné à, etc. Alors, bon, on est tout le temps dans ces problématiques-là où, en fin de cure, souvent, hein, bon, savoir, bon, quand viendra-t-il de ce sujet, lorsqu'il s'agit effectivement qu'il puisse assumer ses actes, hein, autrement que comme quelque chose de réactionnel.